Alors, merci de votre patience pour la pause. On a réglé nos problèmes. Là, les choses sont sur les rails. J'ai le plaisir d'annoncer maintenant que j'ai mis en ordre dans. C'est quand on n'a pas assez, évidemment. Donc, moi, la prochaine conférence, j'avais très, très hâte de l'entendre. C'est super un modèle super intéressant parce que c'est pas tous les jours qu'on entend parler d'un déploiement à grande échelle d'un modèle structurant pour supporter les organismes publics à élever leur posture de sécurité. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marc Girard, conseiller en sécurité de l'information du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, qui nous parlera du nouveau modèle de classification de sécurité des données numériques gouvernementales. Je suis un petit monstre à batterie, puis il faut les allumer. OK, ben merci. Merci tout le monde d'être là. Écoutez, j'ai envie de vous dire que ma spécialité, c'est essentiellement de la gouvernance en sécurité de l'information. J'ai le plaisir, le bonheur de travailler depuis plusieurs années à tout ce qui est politique, cadre de gestion. Vous en avez sûrement entendu parler, là, s'il y a des gens parmi vous qui êtes consultants et qui vous intervenez auprès des organismes publics, vous devez connaître ces documents-là, ces informations-là concernant tout le volet gouvernance gouvernementale. OK, moi, je ne suis pas relié à la gestion du MCN. Avant, initialement, j'étais au Trésor. OK, quand il y a eu la création du MCN, ils ont pris une partie du Trésor, là, qui était le sous-secrétariat du dirigeant principal d'information, et ils sont venus greffer ça à l'ITQ. C'est devenu le MCN. OK? Fait que j'arrive du Trésor, moi, et notre travail, justement, c'est tout ce qui est encadrement gouvernemental. C'est mon champ de compétences. Fait que tout ce qui est le volet technique, c'est pas chez nous, ça, tout ça. OK? Fait que ce que je m'apprête à vous présenter, c'est le modèle de classification qui a été développé par notre équipe. Ce modèle-là, ben, vous le voyez ici là, rapidement, là, je vais survoler le modèle. Je ne rentrerai pas dans les détails du modèle, là, je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça. Mais à la fin, vous devriez avoir une bonne idée de ce que c'est le modèle de classification, le vocabulaire qui va être utilisé là-dedans. Puis, si jamais ça vous intéresse, vous allez avoir accès à différents documents qui viennent soutenir puis accompagner les organismes publics là, dans la mise en place de ce modèle-là. Je vais juste vous amener le calendrier de déploiement du modèle pour ceux que ça pourrait intéresser. Puis si à la fin, ou si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous avez juste à poser vos questions. Je ne lirai pas tout ça, là, mais ici, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau, faire de la classification. C'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, mais pour ceux qui étaient familiers avec le passé, on parlait de catégorisation. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, la fameuse code DIC, le DIC pour disponibilité, intégrité, confidentialité, où on avait une échelle de 1 à 4, où on évaluait l'impact, par exemple, d'un bris de confidentialité. On cotait ça de 1 à 4, 1 étant un impact faible, puis 4 un impact très élevé. Bien ça disparaît. OK? Ça, on n'a plus ça. La raison pour laquelle tout ça disparaît, c'est notamment, ça fonctionnait bien, là, tout ça, mais à l'intérieur même d'un organisme public. OK? Là, ce que je vous dis là, c'est dans le cadre d'un organisme public. Ça allait très, très bien faire de la catégorisation. Chacun des organismes publics avait leur propre modèle de catégorisation. Ça allait bien. Mais la journée que le gouvernement a voulu mettre en valeur les données, valoriser les données, valoriser le partage de ces données-là, ben là, ça se complexifie un peu. Fait que le modèle de classification vient, on l'espère en tout cas, corriger des lacunes qu'on avait avec la catégorisation dans le passé. Fait que là, depuis que le modèle est en vigueur, depuis le 1er janvier 2025, on ne parle plus de catégorisation. Ça a été abrogé. On utilise tout ça. Là, j'y gigote pas mal. Là. Fait que là, mon premier point, là, c'est que sachez que c'est pas nouveau faire de la classification. On en fait depuis au moins 30 ans de classification.
C'est le terme qu'on utilise maintenant. Fait que s'il y a des gens en gestion documentaire ici, il y en a plusieurs qui ont l'impression qu'on a récupéré le terme qui leur appartenait en la classification en gestion documentaire. C'est les juristes qui ont, quand ils ont mis la loi à jour, qui ont décidé d'utiliser le terme classification. Fait que maintenant, on parle de classification de sécurité, mais c'est exactement la même opération qu'on faisait dans le passé avec la catégorisation, c'est-à-dire d'évaluer la sensibilité de nos données. C'est juste à ça que ça sert. Okay? Je pense que je ne vous apprends rien, là. L'important, c'est de classifier nos données, d'être capable de dire quel est le niveau de sensibilité de ces données-là. C'est beau classifier les données, mais il y a aussi un morceau important qui est de les protéger, ces données. OK? Là, on avait un même problème là aussi avec la protection de ces données-là. C'est-à-dire que à une classification donnée, un organisme public avait le loisir d'appliquer les mesures de sécurité qu'il choisissait, qu'il trouvait appropriées. Okay? Mais dans un contexte d'échange et de valorisation des données, ça se complexifie, ça. Parce que imaginez l'organisme A qui a classifié ses données de santé. Personne ne manipule les données de santé. Puis, mettons, là, pour un exemple simple, il dit en termes de confidentialité, si jamais il y a un bris de confidentialité sur mes données de santé, je l'évalue à 3 sur une échelle de 1 à 4, là, quand je parlais de catégorisation. Et l'autre organisme public qui a les mêmes données de santé l'évalue à 4. Vous comprendrez que là, les mêmes données, ils ne sont pas évalués en termes de sensibilité, ce n'est pas la même évaluation. Ce que ça faisait, c'est que l'organisme A appliquait peut-être les mesures 1, 2, 3, 4, puis l'autre à côté, peut-être qu'il appliquait les mesures 5, 6, 7, 8. Mais quand arrive le temps d'échanger, bien là, c'est-tu 1, 2, 3, 4 qu'on applique ou 5, 6, 7, 8? Ça devenait compliqué. On a voulu corriger cette lacune-là. Vous allez voir tantôt, avec le modèle, va venir un référentiel de mesures de sécurité qui va venir dire aux organismes publics, pour une classification donnée, voici l'ensemble des mesures que vous devrez appliquer dans le but d'uniformiser tout ça. OK? Puis là, bien, comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui, là, il existe une multitude de sources reconnues pour appliquer de la sécurité. Là, on l'envoie ici, là. Je ne les nommerai pas, là, mais vous le voyez ici. Dépendamment des organismes publics, il y en a du moins, moi, je suis ISO 27001, l'autre va dire, ah non, moi, j'applique NIST comme mesure de sécurité. Fait que là, on va tenter d'uniformiser toutes ces pratiques-là. OK? Fait que là, comme le dernier point que vous voyez ici en bas, c'est dans un contexte de mobilité puis de valorisation des données. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une démarche de sécurisation des données qui va permettre notamment de responsabiliser les organismes publics ainsi que leurs employés à protéger les données des citoyens. Okay? Vous allez voir tantôt ce que je veux dire par ça. Puis là, bien naturellement, ça va permettre de classifier les données en fonction de leur valeur et de leur importance. C'est une traduction en même temps? OK. Avec le modèle, je vous l'ai dit tantôt, c'est un document officiel, c'est un arrêté ministériel qui a été publié dans la Gazette officielle et qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Vous voyez le numéro de l'arrêté. Je ne sais pas si les présentations vont être accessibles à la fin, là, mais si jamais vous accédez à la présentation, vous aurez juste à cliquer sur le lien puis vous aurez accès à ce document-là. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu tantôt, bien ça remplace le guide de catégorisation de l'information qui avait été pris par le Conseil du Trésor en 2016. Le modèle s'appuie sur ces 3 objectifs. OK? Je vais me répéter souvent, là, mais l'idée derrière ça, c'est d'avoir une façon de travailler uniforme pour tous les organismes publics. Okay? Fait que ce qu'on veut avec ce modèle-là, c'est assurer une classification uniforme à l'aide d'un modèle commun. Okay? Ça, c'est essentiel. Sinon, on n'y arrivera pas là, dans le partage des données parce que faut que vous sachiez aussi que dans la volonté du gouvernement actuel de partager les données, ils veulent aussi créer ce qu'on appelle des sources officielles de données. Okay? Ça veut dire qu'il y a un organisme public qui va être comme le propriétaire ou, je vais dire ça de même, le producteur de la donnée.
et tous les organismes publics vont venir consommer ces données-là. OK? Fait que là, l'organisme producteur va être reconnu comme une source officielle de données. Vous comprendrez qu'il faut que tout le monde comprenne la sensibilité de ces informations-là. C'est là que ça devient important d'avoir un modèle de classification uniforme. Ça, c'était le premier objectif pour répondre à cette valorisation-là des données, notamment. L'autre, c'est d'assurer l'application de mesures de protection proportionnelles à la valeur de l'information. Ça vient d'une volonté encore de s'assurer que ce sont les bonnes mesures qui vont être appliquées pour le bon niveau de sensibilité de nos données. OK? Je pense que pour les gens en sécurité, c'est ce qu'on vit, là. Je ne vous apprends rien, mais là, on l'a formalisé dans la politique gouvernementale de cybersécurité. On a formalisé ça là-dedans, puis on demande aux organismes publics de respecter cet objectif-là. Puis le dernier point, ce que les autorités voulaient, c'est un modèle qui permettrait de faciliter des échanges, notamment avec le fédéral. OK? Fait que vous allez voir, le modèle qu'on applique, c'est le modèle qui ressemble étrangement au modèle du gouvernement fédéral. En fait, on s'en est fortement inspiré. On ne pouvait pas le prendre tel quel, le modèle du fédéral, parce que le modèle du fédéral prend appui sur tout ce qui est encadrement, leurs propres lois et règles au fédéral qui ne s'appliquaient pas nécessairement chez nous. On s'inspire beaucoup du modèle du fédéral pour faciliter ces échanges-là avec le gouvernement fédéral. C'est les trois objectifs qu'on avait derrière la création du modèle, c'est de s'assurer qu'on réponde à ça. D'où vient ce modèle-là? Il y a une exigence légale qui appuie ça. Pour ceux qui sont familiers avec la LGGRI, la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, en 2021, il y a eu une mise à jour de cette loi-là qui a été faite. Et on a introduit les deux articles que vous voyez là. Puis l'article 12.6 fait en sorte que c'est le chef gouvernemental de la sécurité de l'information qui assume les responsabilités suivantes, notamment, au troisième paragraphe, c'est d'établir le modèle de classification de sécurité des données numériques gouvernementales. C'est la responsabilité du chef gouvernemental. Je travaille pour le chef gouvernemental de la sécurité. Le chef gouvernemental de la sécurité. On a établi, ce que je vous présente là, ça vient de là. Puis en 12.12, il y a aussi la nomination d'un gestionnaire des données numériques gouvernementales qui est apparu dans la loi. Et lui a la responsabilité notamment de s'assurer de l'application du modèle. Quand je vous parlais de source officielle de données tantôt, là, c'est lui qui est responsable de faire l'inventaire des données, d'identifier les sources officielles et de s'assurer que le modèle va être appliqué. Légalement, ce sont nos assises. C'est ça qui nous a amenés à concevoir ce modèle-là. Rapidement, le modèle de classification, c'est un projet en soi, 2 morceaux, vous les voyez à l'écran. Le bloc 1, c'est le modèle lui-même. C'est ce que je vous présente là, aujourd'hui. OK? Le bloc 1, c'est le modèle, c'est ça qui a été publié. Vous voyez, il y a 3 morceaux à l'intérieur de ça. C'est la démarche de classification, autrement dit la recette pour faire la classification. Ce que je vous présente, ça vient accompagné d'une grille d'analyse de préjudice pour faire cette analyse-là, déterminer la sensibilité, et un tableau des données visées par une restriction au droit d'accès. Là, je tombe peut-être un peu plus dans le côté technique, là, mais ce tableau-là a été fait en collaboration avec le secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité, le SRIDAI, pour ceux qui le connaissent. C'est eux autres qui sont responsables de la loi sur l'accès au Québec. Avec eux, on a conçu un tableau pour vous aider à faire cette classification-là. À partir de ce tableau-là, si vous détenez des données qui correspondent ou qui font partie de la loi, on a un tableau qui vous aide à faire cette classification-là. C'est un tableau qui vous aide. Ce n'est pas la vérité. Vous allez le voir tantôt, je vais vous le présenter. Là. On n'est jamais en noir ou en blanc, on est dans tous les tons de gris quand on fait de la classification. Et le deuxième bloc, lui, je ne vous le présente pas aujourd'hui, mais je peux juste vous l'expliquer, c'est le volet des mesures de sécurité. Il y a une classification donnée par le bloc 1
vous allez avoir accès à l'ensemble des mesures de sécurité qui vont être associées à cette classification-là. Fait que là, il va y avoir un registre gouvernemental des mesures de sécurité qui va être déployé prochainement. Okay? Il n'est pas en vigueur encore aujourd'hui. Là, on n'a rien inventé. Là. Okay? Si vous êtes familier un peu avec ce qui se passe au gouvernement fédéral ou du côté des États-Unis, ça existe déjà, tout ça. Là. Okay? On s'en est inspiré. Le gouvernement américain a son modèle de classification. Il y a son référentiel de mesures de sécurité. Ça vous dit peut-être quelque chose, ça, le SP 800-53, c'est le gros catalogue de mesures de sécurité. Là. Bien, on s'est inspiré de ça. Puis le gouvernement américain a défini 3 profils de mesures de sécurité, dépendamment de la classification. Il faut qu'on s'inspire de ça. On n'invente rien. Là. De toute façon, on est une petite équipe. Donc on ne commencera pas à créer notre propre catalogue de mesures de sécurité. Là. Ça n'a aucun sens. On ne sera jamais capable de faire ça. En tout cas, je ne le verrai pas de mon vivant. Là. Puis le gouvernement fédéral s'appuie aussi sur le gouvernement américain. Mais le gouvernement fédéral, son catalogue de mesures datait de 2014. Fait que vous comprendrez qu'il n'a pas évolué le modèle du fédéral. Fait qu'on a décidé, nous autres, aujourd'hui, de s'inspirer davantage du modèle du gouvernement américain. Donc, on n'invente rien, là. OK? Je vous le dis tout de suite, on n'a rien inventé. Là. Si vous avez déjà vu ça quelque part, ben, on n'a rien inventé. Là. OK? Fait que le référentiel va apparaître dans le courant de l'année, normalement. À ça, ben, on est au gouvernement, fait qu'il y a toujours le volet conformité. On va aller vérifier si c'est appliqué. Ça s'en vient. Et les 2 boîtes grises en bas, c'est des éléments auxquels on doit tenir compte aussi, mais qui ne sont pas couverts encore aujourd'hui. Il y a tout le volet des mesures de sécurité physique. On ne l'a pas oublié. Okay? C'est juste que dans notre référentiel, en haut ici, là, ce sont essentiellement des mesures technologiques qui sont là. OK? Certains diront qu'on se limite dans nos mesures. Là. C'est vrai qu'il faut commencer à quelque part. OK? Fait que là, aujourd'hui, le référentiel va contenir les mesures de sécurité technologique. On a l'intention d'ajouter des mesures de sécurité physique à ça. Ce que ça veut dire, c'est la sécurisation d'un bâtiment. Je n'apprendrai rien. Là, tout ce volet-là, on ne le retrouve pas dans le référentiel pour l'instant, mais on a l'intention de l'ajouter. Puis l'autre morceau qui est très important aussi, c'est que les autorités veulent qu'on applique du filtrage de sécurité, c'est-à-dire que les employés aient une cote de sécurité. OK? Fait que ça, on a commencé ces travaux-là pour définir l'encadrement lié au filtrage de sécurité. Fait que ça, on a tenu compte de ça. Puis vous allez voir tantôt comment on va s'en servir. Fait qu'en gros, là, c'est ces 2 blocs-là. Aujourd'hui, je vous présente le bloc 1, le modèle. Un jour, peut-être que quelqu'un d'autre viendra vous présenter le référentiel si c'est pertinent. Fait que le modèle, ça s'inscrit dans quelque chose de plus gros, qui est une démarche globale de sécurisation des données. Ce que vous voyez ici à l'écran, rapidement, il faut comprendre qu'un organisme public, ça a son propre contexte. Okay? Fait que c'est le rectangle extérieur avec ses propres besoins en sécurité. Puis on a tout le même objectif, c'est de sécuriser nos données. Fait qu'on a les données en entrée ici. Et le modèle, c'est le rectangle rouge. OK? C'est le modèle, c'est le rectangle rouge. Et là, ici, encore là, c'est quelque chose que vous connaissez, on sécurise ou on classifie nos données structurées. Qu'est-ce qu'on entend par données structurées? C'est tout système avec sa base de données, par exemple. Okay? C'est ça qu'on entend par données structurées. Ce qui est nouveau et qu'on ne fait pas au Québec encore, c'est de classifier nos données non structurées. Et qu'est-ce qu'on entend par données non structurées? C'est courriel, documents Word, Excel, ce genre de documents-là. Okay? Ce que ça veut dire, ça, c'est que tous les employés de l'administration publique vont devoir classifier toutes les données non structurées. Fait que s'il y a des employés du gouvernement qui sont ici, là, ben, il y en a, là, j'en ai vu, ben, sachez que vous allez devoir classifier vos courriels, vos documents Word. Ça nous avait été demandé dès le départ. OK? Et ça a un avantage, c'est que ça permet notamment aux gens d'être sensibilisés aux données qu'ils manipulent. OK? Fait que là, vous le voyez ici, là,
Quand on va parler des données structurées, OK, on travaille toujours sur les 3 objectifs de sécurité qui sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. On va faire une analyse de préjudice pour déterminer le niveau de préjudice. Je vais vous le présenter tantôt. Et quand vous faites cet exercice-là, vous allez retenir les 3 niveaux pour les 3 objectifs et vous allez obtenir le nom d'un profil de mesure de sécurité. Je vais vous le montrer ça aussi tantôt. Et quand vous allez travailler avec des données non structurées, chaque employé va devoir se positionner sur la confidentialité uniquement. On oublie l'intégrité et la disponibilité parce que souvent, les employés n'ont pas vraiment de contrôle là-dessus. Fait que là, pour l'instant, on demande aux employés de se positionner sur la confidentialité uniquement en déterminant le niveau de préjudice que je vais vous montrer tantôt. Et ça, on appelle ça faire du marquage ou appliquer une étiquette. OK? Dans tous les cas, derrière le profil ou le marquage, il y aura des mesures de sécurité à appliquer. OK? Ça va venir du référentiel, ça. Puis après ça, ben, si jamais vous jugez que les mesures ne sont pas suffisantes, ça ne vous empêche pas, comme organisme public, de faire une analyse de risque puis d'appliquer les mesures particulières aux besoins. Je vais y revenir un peu plus en détail. Fait que ici, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on ne travaille plus que sur les données structurées, mais on va aussi travailler sur les données non structurées. Fait que comme vous le voyez à l'écran ici, ben, l'importance de la classification, c'est que ça permet une compréhension commune de la sensibilité des données. Ça permet d'uniformiser nos pratiques de travail, puis ça permet aussi d'optimiser les ressources, parce que vous comprendrez que si, en fonction de la sensibilité, tout le monde applique les mêmes mesures, je pense qu'on peut en bénéficier, notamment. Puis, pour le marquage des données, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que dans le cadre d'un projet qu'il y a eu pour l'utilisation de l'info nuagique, les organismes publics ont dû faire une évaluation de leur charge à migrer dans l'info nuagique, notamment l'espace de stockage qu'ils avaient besoin. Et on s'est rendu compte que 90% des volumes détenus par les organismes publics, c'est souvent des données non structurées. On travaille fort à sécuriser nos systèmes, puis après ça, on en fait des extractions. Mettons, on fait une extraction d'une base de données, on met ça dans un fichier Excel, puis on dépose ça n'importe où sur un poste de travail ou un serveur de fichiers. On s'est rendu compte que 90% du volume des données était conservé sur des serveurs de fichiers. Fait qu'en faisant du marquage, on va pouvoir avoir une meilleure idée de la sensibilité de nos données, puis à quel endroit ils peuvent se situer. Fait que ça permet naturellement une meilleure gestion des données non structurées, puis comme je vous l'ai dit tantôt, ça permet d'avoir une sensibilisation continue auprès du personnel de l'administration publique, parce que le modèle vise l'administration publique. Le modèle, ça ressemble à ça. C'est des étapes. C'est une recette. Je ne passerai pas en détail toutes les étapes, là, mais ce tableau-là, je vous le présente juste pour que vous puissiez voir que c'est une recette. Ça a servi à nos juristes à mettre en mots ce processus-là. On fait ça d'une façon formelle. Je vous l'ai dit tantôt, on a dit qu'on s'est inspiré beaucoup du modèle du fédéral. Le fait de s'en inspirer fait en sorte qu'on a introduit quelque chose de nouveau au Québec. On n'a pas l'habitude de travailler avec ça. C'est la notion de catégorie d'appartenance. Nos données, on va les mettre dans une des 2 catégories d'appartenance que vous voyez là. La catégorie données protégées, ou on dit couramment protégées, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est nos renseignements personnels, des renseignements confidentiels d'entreprise, comme un secret industriel, par exemple. Ça, si on a ça entre les mains, on peut dire que nos données font partie de la catégorie protégée. Et ce que vous détenez dans vos mains sert davantage à la gestion ou à la sécurité de l'État. Là, on va dire qu'on a des données de la catégorie classifiée. OK? Fait que là, imaginez que vous avez des données entre les mains. Première étape, c'est de déterminer à quelle catégorie d'appartenance vont vos données. C'est-tu du protégé ou du classifié?
Ça, c'est important parce que je vous ai parlé de filtrage de sécurité tantôt. On va s'en servir. C'est que ça, c'est nouveau. Fait que là, s'il y a des gens de la fonction publique ici ou des consultants qui travaillaient avec nous au gouvernement, vous allez être appelés à démêler tout ça. Je vous ai dit qu'on déterminait la sensibilité des données à l'aide d'une analyse de préjudice. Bien, la façon de faire l'analyse s'appuie sur 10 types de préjudices. Ça va être les mêmes pour tout le monde. OK? Les 3 premiers types visent les personnes physiques. Le 4e vise les entreprises privées. Puis les derniers préjudices visent l'État. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une analyse, vous devez vous questionner, vous devez vous demander, à donner un bris de confidentialité. Est-ce que ça pourrait créer des préjudices aux citoyens, aux entreprises ou à l'État? Ça, c'est différent de la catégorisation. Pour ceux qui ont fait de la catégorisation dans le passé, souvent, on se questionnait à savoir, est-ce que ça fait mal à l'organisme public? OK? Puis là, s'il y en a qui l'ont peut-être déjà vu, si ça fait mal, la conséquence, c'est que le sous-ministre pourrait perdre sa job. On n'est plus là-dedans. OK? On n'est plus là. Là, on se questionne. Un bris de confidentialité des données, est-ce que ça peut faire mal aux citoyens, aux entreprises ou à l'État? OK? C'est comme ça qu'on doit l'aborder maintenant. Fait que c'est des 1010 types de préjudices qui sont utilisés à l'aide de la grille d'analyse de préjudice que vous voyez là. C'est écrit petit, là c'était juste pour vous montrer que la grille, c'était la même grille pour tout le monde. OK? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a nos 10 types de préjudices que je viens de vous présenter, ils sont là, et on a nos niveaux de préjudice qui vont de très faibles à très élevés. Donc la question, c'est, à donner un bris de confidentialité, vous devez regarder où pourrait se situer le préjudice. Pensez à l'exfiltration des données chez Desjardins, par exemple. C'est des renseignements financiers. Là, on regarde la grille. Ça devenait une exfiltration des renseignements financiers. Un bris de confidentialité, ces renseignements financiers. Là, la grille, c'est peut-être petit, là, mais mettons là, que je prends les préjudices les préjudices psychologiques causés aux personnes physiques, là, T2, ma grille, ça dit très faible, ça veut dire aucun préjudice. Faible, ça dit que ça pourrait créer du stress. Modéré, ça pourrait créer de la détresse traumatisme psychologique. Élevé, je suis en maladie ou en trouble mental. Puis très élevé, je suis traumatisme psychologique généralisé. OK? Je vous dis tout de suite, dans le cas de Desjardins, selon cette grille-là, on se trouverait au niveau modéré. On parle de détresse, traumatisme psychologique. OK? On est ici. Ceux qui ont déjà fait des exercices de catégorisation, on a tendance à toujours imaginer les pires scénarios. Et vous remarquerez qu'il y a toujours quelqu'un qui meurt dans l'histoire. Fait que là, à cause de ça, on a tendance à se retrouver dans du élevé, très élevé. Ici, là, en haut, là, j'ai incapacité physique ou décès. Ici, là. OK? La façon qu'il faut l'aborder, c'est qu'est-ce qui peut raisonnablement survenir. Dans le cas de Desjardins, l'exfiltration de données n'a pas fait qu'il y a des gens qui sont morts. C'est pas ça qui est arrivé. Là. OK? Ça se peut que quelqu'un soit mort, là. Ça se peut, mais c'est pas un lien direct. OK? Mais quand on faisait ces exemples, j'aime me donner cet exemple-là juste pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. Il y a des gens qui, en parlant, on faisait des analyses, ils disent, ouais, là, il vient d'apprendre que ces données sont exfiltrées. Puis là, ça va modifier sa cote de crédit. Puis là, lui, il s'apprêtait à vouloir emprunter ou renouveler son hypothèque. Ça peut-tu y nuire? Puis là, il est en train de penser à ça pendant qu'il conduit. Puis là, il ne voit pas le feu de circulation rouge, il y a un accident, puis il meurt. Ah, on tombe dans du élevé. Vous comprenez? Là, c'est pas ça qui va, c'est pas ça là, qui peut raisonnablement survenir. Ça peut arriver, là. Mais le fait qu'il y ait divulgation de ces informations-là, on peut surtout penser que ça peut créer du stress. Ça peut avoir des incidences. Ici, là, c'est des incidences financières, OK? Incidences sur la qualité de vie. OK? C'est là qu'on est, là. On est plus à ce niveau-là.
Bon, vous allez me dire, c'est un jugement qu'on porte, là, mais pensez-y, là, qu'est-ce qui peut raisonnablement survenir? C'est à ça qu'on doit penser, OK? Les dernières colonnes, c'est des cas plutôt exceptionnels. Fait que là, vous ne le voyez peut-être pas, là, mais c'est écrit en haut là, que normalement, ça devrait s'appliquer à un nombre très restreint de données. Je vais vous donner un petit exemple. Le programme de protection des témoins, ça existe, ça? OK? Je sais pas, moi, un moteur qui veut divulguer les informations, ça se peut que ça vienne de soit en danger si jamais un groupe criminalisé apprend qu'il veut divulguer des informations. Fait que le programme de protection des témoins existe justement pour lui donner une nouvelle identité et une nouvelle adresse pour pas qu'on le reconnaisse, qu'on le trouve. Fait qu'imaginez que si ces informations-là sont divulguées, là, on peut raisonnablement penser qu'il pourrait y avoir décès. OK? Il pourrait y avoir une atteinte une atteinte physique. OK? Fait que ça existe, mais vous comprendrez que c'est pas tout le monde qui se retrouve là. Fait que c'est ça ici que la grille sert à ça. OK? La grille, elle sert à vous aider à évaluer le niveau de préjudice advenant un bris de confidentialité, advenant un bris d'intégrité ou advenant un bris de disponibilité. Une fois qu'on a déterminé notre niveau de préjudice, vous les voyez ici, les niveaux de préjudice, là, ils sont là, à gauche. OK? On a 3 grilles, une pour la confidentialité, une pour l'intégrité, puis une pour la disponibilité. C'est là que le vocabulaire change, puis c'est du nouveau vocabulaire qui va apparaître. Admettons là, qu'on vient de faire un exercice, puis qu'on a retenu le niveau modéré comme niveau de préjudice sur la confidentialité. Dans un bris de confidentialité, là, on dit que le niveau de préjudice est à modéré. Je m'en viens ici. OK? Le tableau, de la façon dont vous devez le lire, c'est que si vous travaillez avec des données protégées, vous allez dire que votre niveau y est protégé B. Et si vous travaillez avec des données classifiées, vous allez dire que votre niveau de préjudice y est confidentiel. Okay? Là, le vocabulaire change dépendamment si je travaille avec du protégé ou du classifié. C'est important. Fait que là, vous le voyez, j'espère que vous le voyez bien. Le vocabulaire qui va être utilisé pour les données protégées, ça va être protégé A, protégé B, protégé C. Dans le cas que je vous donnais tantôt, là, du programme de protection des témoins, on est dans du protégé C. Les données de Desjardins, les données financières, on est dans du protégé B. OK? Protégé A, c'est des renseignements personnels, mais qui sont moins sensibles. Comme en fait, votre nom, votre prénom, c'est des renseignements publics. Mais si vous y ajoutez votre adresse personnelle, là, on est dans du protégé A. Votre adresse courriel, on est dans du protégé A. OK? Mais si je rajoute des renseignements de santé ou financiers, là, je tombe dans du protégé B. OK? Puis le confidentiel, ben, en fait, c'est le même niveau. C'est juste pour exprimer le vocabulaire qui est ici. C'est juste pour dire que là, on travaille avec du classifié. Fait que les niveaux qu'on voit, c'est diffusion restreinte, confidentiel, secret, très secret. Ça, je pense que ceux-là sont plus connus, là. Souvent, on va sur des dossiers secrets ou top secrets, là, mais on est du côté on est du côté classifié. Ça, c'est le vocabulaire qui est utilisé pour la confidentialité. Pour l'intégrité et la disponibilité, le vocabulaire ne change pas. Si vous aviez obtenu un niveau modéré sur l'intégrité, ça demeure modéré, peu importe que ce soit du protégé ou du classifié. Okay? C'est seulement sur la confidentialité que le vocabulaire change. Vous allez voir tantôt pourquoi. Fait que vous le voyez ici, là, on appelle ça des sous-catégories d'appartenance. Fait que là, il faut se familiariser avec ce vocabulaire-là. OK? Fait que là, je rembobine un peu, je vous ai dit tantôt, on fait une analyse de préjudice sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. J'obtiens 3 niveaux. OK? Fait que, imaginez que sur la confidentialité, j'ai obtenu protégé B. Sur l'intégrité, j'ai obtenu modéré. Et sur la disponibilité, j'ai obtenu modéré. Ça fait protégé B, modéré, modéré. Regardez l'exemple 3. C'est le nom de mon profil. Protégé B, modéré, modéré. Ou son petit nom sexy,
PBMM. OK? Fait que si vous voyez ça, vous allez comprendre ce que ça veut dire. OK? Fait que souvent, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec le gouvernement fédéral, on a l'ensemble des mesures pour le profil PBMM. Ce que le gouvernement fédéral avait développé en 2014, c'est 433 mesures de sécurité à mettre en place pour le profil PBMM. OK? Fait que là, ici, ce sont des exemples de noms de profils. Je ne les ai pas toutes listées, là. Vous comprendrez qu'il y a plusieurs combinaisons possibles, là. Fait que c'est ce que vous êtes appelé à voir, soit le nom long ou son petit acronyme à côté. OK? Fait que si vous voyez DR, comme ici, ça veut dire diffusion restreinte, élevée sur l'intégrité, puis modérée sur la disponibilité. On lit tout le temps ça. Confidentialité, intégrité et disponibilité. C'est tout le temps comme ça qu'il faut le lire. Et quand on parlait des données structurées, les données structurées, on parle des 3 objectifs de sécurité. Sur les données non structurées, je l'ai dit tantôt, on parle que de confidentialité. Ben là, vous le voyez, c'est le même vocabulaire qui est utilisé. C'est le même vocabulaire. Sauf qu'on n'a que la confidentialité ici. OK? Là, vous le verrez pas bien, là, mais c'est un exemple de courriel, OK, qui est adressé au RH. Je vais comme cavarder les informations sensibles. Et ici, c'est écrit Protégé B. OK? Là, on est dans l'environnement Microsoft. Dans l'environnement Microsoft, on est capable de, à l'aide de Purview, écoutez attentivement tantôt, on est capable de configurer nos étiquettes, puis de les appliquer. Là, ici, je donne un exemple de courriel. OK? Fait que là, il y a différentes façons de faire ça. Nous, ce qu'on propose, notamment, c'est de l'étiquetage par défaut et de l'étiquetage automatique. Ce que ça veut dire, c'est que par défaut, quand l'employé va générer un nouveau courriel, par défaut, l'étiquette va être non classifiée. Ça suppose qu'il n'y a rien de sensible dans le courriel. OK? Par défaut. Quand il va générer un nouveau document Word, Excel, PowerPoint, par défaut, l'étiquette, ça va être diffusion restreinte. C'est ce qu'on propose. OK? Ça, c'est pour l'étiquetage par défaut. L'étiquetage automatique, c'est que Purview est capable de détecter certains termes. Là, on n'a pas poussé ça loin, là, mais il est capable de détecter certaines informations. Par exemple, si dans mon courriel, vu que je m'adressais au RH, j'avais mis mon numéro d'assurance sociale, Purview est capable de détecter un numéro d'assurance sociale et est capable de venir changer l'étiquette automatiquement. OK? Pour protéger B. S'il détecte, par exemple, on a convenu que des adresses IP dans des documents d'architecture, c'est des informations confidentielles. OK? Fait que s'il détecte des adresses IP, il va venir mettre confidentiel au document ou dans le courriel, mettons. OK? Fait qu'on peut utiliser un outil comme Microsoft Purview pour nous faciliter la vie. Fait que là, je vous invite, c'est la saison des impôts là, qui débute. Là. Ça. Vous remarquerez ces formulaires du gouvernement fédéral, surtout sur le rapport d'impôt. Vous allez voir en haut dans la tête, là, ça va être écrit « Protégé B une fois rempli ». Vous remarquerez ça. Okay? Je vous invite à regarder et à remarquer. Si vous prenez un document, un formulaire vide, ça va être écrit « Protégé B une fois rempli ». Ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez l'avoir rempli, ça va être des renseignements personnels, fiscaux, qui vont être dans le formulaire, et ça, c'est du protégé B. Selon le fédéral, puis selon nous. OK? Fait que soyez pas surpris. Si vous faites une demande de passeport, j'en ai fait un renouvellement de passeport, c'est marqué protégé B une fois rempli. Parce qu'on comprend que c'est un formulaire vierge. Fait que là, le fédéral, ce qu'il dit, c'est que c'est un document papier, c'est qu'une fois que vous allez l'avoir complété, on comprend que c'est des renseignements personnels sensibles qui sont là-dedans. Fait que par défaut, c'est protégé B. OK? Fait que vous remarquerez ça. Fait que là, le gouvernement du Québec, on s'en vient vers ça. Fait que tous les courriels, documents qu'on va générer vont être étiquetés. Fait qu'il faut se familiariser avec le langage. OK?
C'est ça que j'essaie de vous dire depuis tantôt. Rapidement, je vous ai parlé d'un tableau tantôt, des données visées par une restriction au droit d'accès. J'ai mis la première page et la dernière. C'est juste pour vous aider. Ce document-là est disponible sur Internet, là. C'est pas un secret pour personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi sur l'accès, il y a des catégories de données. OK? À l'intérieur de ces catégories-là, il y a des articles, il y a des données qui sont visées en particulier. Puis là, on vient vous dire quelle devrait être la classification de ces données-là. Et la façon qu'il faut comprendre ce tableau-là, là, je vous l'ai dit aussi tantôt, c'est jamais noir ou blanc. On est dans tous les tons de gris possibles. Ça dépend toujours du contexte. Okay? Toujours. Mon nom, mon prénom, puis mon adresse personnelle, ce sont des renseignements personnels qui ne doivent pas être divulgués. OK? La loi nous dit qu'ils ne doivent pas être divulgués. Mais, si vous faites une demande de permis à la municipalité, une demande de permis pour agrandir ou rénover votre maison, sur votre permis, va être écrit votre nom, votre adresse. OK? Là, ils deviennent des renseignements personnels à caractère public. Ah. Pourtant, la loi me dit que je ne vois pas, mais dans un contexte précis, la donnée change d'état. OK? Fait que là, dans ce cas-là, ça va devenir des renseignements personnels à caractère public. Mais c'est pas parce qu'ils sont à caractère public qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Fait qu'imaginez là, que, je ne sais pas, à Québec, vous faites une demande de permis, Roma ou Home Depot ne peut pas appeler la ville et dire « Hey, je peux savoir la liste de tous les citoyens qui ont fait une demande de permis? » La réponse va être non. Ils n'ont pas été collectés dans le but de vendre du bois, ils ont été collectés dans le but de faire des rénovations chez vous. OK? Fait que c'est pour ça que je dis que le contexte est très, très important. Fait que ce tableau-là vous aide. Fait que là, ici, ce qu'on a ici, c'est sur la confidentialité. On a la valeur minimale, la valeur maximale, ça dépend toujours du contexte. OK? C'est le même qu'il faut le comprendre, le tableau. Fait que c'est jamais à trancher au couteau. La seule place où c'est un peu plus facile à trancher au couteau, c'est en haut ici. On a comme 3 types de renseignements personnels au Québec. On a les renseignements personnels à caractère public. Eux, la loi les définit, les précise. Ceux-là, il n'y a pas de confidentialité dessus. Fait que mon nom, mon prénom, mon adresse au travail, mon adresse courriel au travail, ça, c'est des renseignements personnels à caractère public. La loi les définit comme ça. Fait qu'on n'a pas assuré la confidentialité de ces renseignements-là. Fait que ce qu'on dit ici, c'est que si on tombe dans cette catégorie-là, ben, les niveaux de préjudice sont à très faible. Ça va de très faible à très faible. On n'a pas à assurer la confidentialité de ça. On a des renseignements personnels, j'ai envie de dire, de type bottin téléphonique. Nom, prénom avec adresse personnelle, numéro de téléphone personnel, adresse courriel personnelle. Je suis dans ce type-là ici. Fait que là, ici, dépendamment du contexte, ça va aller de faible, c'est ça qui est écrit ici, à modéré, en termes de préjudice. Puis la dernière catégorie, c'est les renseignements personnels sensibles. Ça, c'est la loi 25 qui amène ça. Ce que la loi dit, c'est qu'il y a des informations, des renseignements personnels qui sont plus sensibles que d'autres, comme des renseignements de santé, des renseignements fiscaux, tout ce qui est biométrie, génétique. C'est plus sensible que ceux de type bottin téléphonique. Fait que eux autres, en partant, on les met à modérer, mais ça peut aller jusqu'à élevé. Puis la dernière colonne, c'est des exemples. OK? Fait que là, ici, je peux retrouver comme j'ai dit tantôt, des renseignements fiscaux, ça va être modéré. Mais si c'est des données liées à une enquête policière, hop, là, par exemple, c'est pas la même chose. Fait que ceux-là, ils peuvent être élevés. OK? Fait que ce tableau-là vous aide, là, dans votre classification. Ça, c'est un rappel de tout ce que je viens de vous dire, le vocabulaire qu'on doit maîtriser. Je passe rapidement par-dessus ça. Je maintiens-tu mon thème, parce que j'ai l'habitude de parler beaucoup. Ça va bien? OK. Bon, rapidement, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez accéder au site cyber.gouv.qc.ca et vous allez retrouver toutes ces informations-là. On a produit beaucoup de documents pour aider les organismes publics à mettre en place cette classification-là. Je ne les énumérerai pas toutes, là, mais
Ici, on a des documents en lien directement avec le modèle de classification. On a plus spécifiquement lié aux données structurées. OK? On a ça. Puis, en fait, ce que les organismes publics nous ont surtout demandé, c'est tout le volet prise en charge des données non structurées. OK? On a 600 000 personnes qui travaillent dans l'administration publique. Ils sont tous visés par le marquage, l'étiquetage des courriels, documents. C'est une grosse gestion de changement. Vous comprendrez que ce n'est pas un projet qui a une fin. Là. On change les façons de travailler. Il faut que ça se fasse progressivement et en douceur. Okay? Pour que les gens apprennent à maîtriser et comprendre le vocabulaire. Ce qu'on propose, c'est d'y aller en douceur. On ne veut pas être trop restrictif en partant. Par exemple, du protège B, on aurait pu décider que tout ce qui est protège B, on a tous les outils, notamment Purview. On aurait pu dire tous les documents sont filtrés. Ou, mettons que c'est du confidentiel, tu ne peux pas l'envoyer à l'extérieur de l'organisme public. On aurait pu mettre en place ce genre de mesures-là. On ne bloque rien pour l'instant. On veut juste que les employés se familiarisent avec ça. Puis ça appartient à chaque organisme public de, on va dire en latin, tweaker les paramètres de sécurité là, rattachés aux étiquettes. OK? Mais pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est que les organismes publics mettent en place tout ça, que les employés de l'administration publique se familiarisent avec tout ça. Fait que là, on a plusieurs documents qui peuvent aider les organismes publics à mettre ça en place. Bon. Un peu de calendrier ici, là. Pour ceux que ça peut intéresser. Quand on a publié le modèle, on a fixé 2 exigences notamment. La première, c'est qu'au 31 décembre 2025, c'est la date maximale à laquelle chaque organisme public doit, au regard des données structurées, avoir complété la classification de toutes leurs données. Bon, ça a l'air monstrueux comme ça, là, mais ça fait des années qu'ils le font dans le cadre d'un autre projet qu'on a mis en place ce qu'il faut pour faciliter l'atteinte de cette cible-là. Okay? Ça ne devrait pas être un enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est surtout l'autre point. C'est ce qu'on veut, c'est qu'au 31 mars 2028, étant la date maximale, OK, à laquelle chaque organisme public doit, au regard de ses données non structurées, avoir commencé l'application du marquage. OK? Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un projet avec une fin. Là. On change nos façons de travailler et ça va perdurer dans le temps jusqu'à temps qu'un autre modèle arrive. OK? Fait que ça peut. L'autre, le modèle de catégorisation, c'est la 30 ans qui existe. Fait que là, ici, tout ce qu'on veut, c'est qu'au 31 mars 2028, les 265 organismes publics au Québec aient débuté le marquage. C'est ça qu'on veut. OK? Puis là, ben, je n'ai pas mis les consignes, là, mais ça ne veut pas dire 100% des employés dans l'organisme public. Tout ce qu'on veut, c'est entraîner le muscle à faire du marquage. OK? Fait que ça, il y a des petits organismes publics, ça va aller vite. Des plus gros, ça va être plus long. On laisse ça à chacun des organismes publics. Mais l'idée, c'est que au 1er avril 2028, on aimerait ça pouvoir dire 100% des organismes publics ont débuté le marquage. Et vous les voyez, ces cibles-là, ils sont publiés. OK, dans la stratégie gouvernementale de cybersécurité et du numérique, on s'est avancé en disant voici ce qu'on vise à atteindre. 10% des 265 au 31 mars 2025, 40% au 31 mars 2026, etc., jusqu'à 100% au 31 mars 2028. C'est ce qu'on tente d'atteindre. Et voilà, c'est ça le modèle de classification. Merci beaucoup, Marc. Oh, allô, allô? Allô, 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 allô? Allô, allô? Ah. Merci beaucoup, Marc. Très intéressant, du concret. Du concret. Toujours ça.
Maintenant, on a des questions en ligne. Là. Il y a des gens qui demandaient est-ce que les présentations vont être disponibles après l'événement. En fait, là, toutes les conférences sont enregistrées et on va les rendre disponibles. On peut faire ça. Ça va être le fun. Ah, là, donc, les conférences, les vidéos vont être disponibles après l'événement. Là, après un certain temps, nous, on va planifier tout ça, là, mais ça ne sera pas demain matin. On va laisser un certain temps pour avoir l'exclusivité. Mais les présentations des conférenciers, là, si vous les voulez, écrivez-nous, on va vous mettre en contact avec eux pour pouvoir vous envoyer directement ce que vous avez besoin. Donc, on avait des questions en ligne par rapport à ça. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. C'est vrai? Vraiment, ça peut aussi ouvert. Deuxièmement, si dans tout ce contexte, il y a aussi de la visibilité de la loi 25 pour les instituts gouvernementaux. Donc, on voulait avoir en première question si ça s'applique au parapublic et en deuxième question sur la loi 25. Ça supporte le modèle sur la mise en place de la loi 25. Si le modèle supporte la loi 25. Oui. En fait, pour le parapublic, non. Parce que ce modèle-là, il est développé pour les organismes qui sont soumis à la LGGRI, la loi sur la gouvernance, c'est les 265 organismes publics. Là, ce que ça veut dire, c'est tous les ministères organismes au Québec. Les organismes, maintenant, c'est Santé Québec. Là. Tous les établissements qui font partie de Santé Québec sont visés par ça. Tous les établissements d'enseignement, les commissions scolaires, les centres de services, puis toutes les cégeps universités. Ça fait ça qui fait les 265 organismes publics. Les autres sont pas soumis pour l'instant. Puis pour la loi 25, il n'y a pas d'arrimage fait avec eux spécifiquement. Il n'y en a pas. Les exigences, notamment, de faire une évaluation des facteurs de la vie privée demeurent. Ça peut être un intrant pour ça ou ça peut être un intrant pour eux. Mais non, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien direct. Je vais juste rapidement prendre une petite question en ligne. Il y avait une personne qui a demandé comment se fera la traduction des données déjà catégorisées sous l'ancien format? Ça doit être quelqu'un du gouvernement, ça. Ouais, c'est ça. Comment ça va se faire? Là? Je ne veux pas tomber dans le côté technique, là, mais la caméra est là. Là. C'est quelqu'un qui pose la question. En fait, on a prévu des mécanismes là, pour faciliter cette conversion-là. OK? On a surtout, bon, je vais en rajouter un peu, là, je ne voulais pas aller là, mais j'en ai parlé tantôt, là, tout le programme de consolidation des centres de traitement, ça avait pour but de prendre les charges des organismes publics, puis qu'est-ce qu'on entend par charge, les systèmes, là, transférer ça dans l'info nuagique. Et pour être capable de faire ça, il y avait notamment ce qu'on appelait une analyse de préjudice à faire. L'analyse de préjudice, dans le cadre du programme, c'est à peu près à 95% la même analyse qu'on fait. OK? On s'est inspiré les deux du fédéral. Fait que on n'a rien inventé. Je vous dis, on n'a rien inventé. Fait que on peut prendre les résultats du programme, des analyses, puis les convertir au nouveau modèle. La différence étant surtout, rappelez-vous, tantôt, je vous ai dit, maintenant, on a des catégories d'appartenance protégées, classifiées. Dans le programme de consolidation, il n'y avait pas cette distinction-là. Fait qu'il y a un petit travail à faire de conversion pour dire, hey, je travaille-tu avec du protégé ou du classifié? Puis après ça, on est capable de convertir ça selon les noms de profils que vous avez vus tantôt. Okay? Fait que là, on a des outils qui nous permettent de faire ça. Vous récupérez, autrement dit, là, vous récupérez tous les efforts que vous avez faits dans le cadre du programme de consolidation, puis vous avez une conversion à appliquer. Ça peut prendre quelques heures ou quelques jours. Vous n'avez pas, les organismes publics n'ont pas à refaire toutes leurs analyses de préjudice. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle, oui? Non, client classifié. On a Ah, non, je sais que peut-être que la langue fourchue, mais les courriels, c'est non classifié par défaut. Puis les documents Word, Excel, PowerPoint, c'est diffusion restreinte par défaut. Oui, à ce moment-là. Est-ce que les documents sont considérés comme classifiés? La réponse est oui. Fait en fait, là, pourquoi on active ça? C'est
pour faciliter la vie des utilisateurs. Pour pas qu'ils aient à aller choisir dans les menus de Outlook ou de Word, puis dire, ah, selon moi, fait que déjà, il y a une étiquette, là, vous ne l'avez peut-être jamais vu, là, mais l'étiquette par défaut fait en sorte que si jamais vous vous démarrez un nouveau document Word, la façon qu'on propose la configuration, c'est que vous allez voir en haut dans l'entête, à droite, le nom de l'étiquette. Fait que par défaut, on va voir apparaître diffusion restreinte. OK? Et si jamais, pendant que vous tapez votre texte, vous introduisez, par exemple, des adresses IP, là, l'outil, dans ce cas ici, la majorité des organismes publics sont avec Purview. Purview va détecter une adresse IP et va faire, oups, ça c'est, selon mes règles internes, c'est du confidentiel. Fait qu'il va venir changer diffusion restreinte pour confidentiel. Fait que l'employé n'a rien fait. C'est Purview qui l'a fait à notre place. Il sauvegarde son document et son document, il est classifié. Une dernière question. C'est déjà qu'on utilise des logiciels tiers Mhm. logiciels vidéo. Est-ce que ça peut vouloir dire que les entreprises qui ont ces logiciels-là devront s'adapter et permettre justement le dictage des communications? On le souhaite. Oh, oui, excuse. Donc, les organismes utilisent des applications tiers de communication. Est-ce que le marquage va s'appliquer à ces communications-là? En fait, je ne peux pas répondre aux organismes publics, là, mais c'est souhaité. OK? On comprend aujourd'hui là, que les outils qu'on utilise, là, je pense que PDF, quand tu génères quelque chose en PDF, je pense qu'on est capable d'utiliser les étiquettes dans l'univers des documents PDF. Mais les exemples que tu donnes, Luc, si l'outil n'a pas été conçu pour ça, je pense qu'il va falloir être patient puis finir par l'exiger avec le temps. Mais c'est pas exigé là en partant. Il faut comprendre là, que pour l'instant, là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les gens apprennent à travailler avec ça, se familiariser avec ça. Fait que si on est trop exigeant en partant, le monde ne nous suivront pas. Moi, j'en suis convaincu. Fait que là, on a des outils qui nous facilitent ça. Profitons-en. Fait que là, si tu vois apparaître un courriel, puis tu vois que c'est marqué protégé B dessus, tu vois, hop, tiens, là, il y a quelque chose de sensible là-dedans. Oh, c'est ça qu'on veut atteindre. Après ça, on pourra resserrer les vis puis dire, OK, là, on en veut plus, là. Mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Merci beaucoup, écoutez, pour le suivi de l'horaire. On va être obligé, malheureusement, de continuer les questions. On les écoute? OK, parfait. On y va. Travail, les courriels, candidat, vous avez pensé à entraîner un monde avec le manteau, même je pense, faire ça automatiser, peu importe la plateforme dans laquelle On y travaille. La question, c'est que en ligne, on suggère un modèle Oui, on y a pensé. Puis on travaille là-dessus présentement pour faciliter la vie. L'objectif, c'est de faciliter le plus possible la vie des utilisateurs. Fait que là, je parle de Purview, là, parce que je sais que l'ensemble des organismes publics au Québec ont des licences Microsoft, mais jamais dans nos documents, vous allez voir qu'on dit d'utiliser Purview. Okay? S'il en existe d'autres qui peuvent le faire, tant mieux. On ne l'exige pas. C'est juste que là, aujourd'hui, on a ça, puis on recommande aux organismes publics, tant qu'à avoir payé des licences, de l'utiliser. C'est dans le but de rentabiliser. Là. J'ai entendu quelque chose tantôt de semblable à ça. Fait que l'idée, c'est de rentabiliser ça. Fait que si on l'a, pourquoi pas l'utiliser? Mais ça ne couvre pas toutes les. Celui qui n'est pas Microsoft, là, il va falloir trouver une solution. Mais je m'excuse juste pour compléter, c'est que ça se fait manuellement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà reçu des communications du fédéral. J'en ai reçu dernièrement. Puis c'est écrit manuellement dans le courriel, non classifié. C'est écrit. C'est que tu peux le faire. OK? C'est juste parce que ça demande un peu plus de rigueur de la part de l'utilisateur. C'est le fun. Si c'est fait automatiquement ou par défaut, ça facilite la chose. Merci beaucoup. On vous a Hey, là, regardé sur la des questions en ligne, je me suis fait avoir. Donc, la question, je m'excuse.
préjudice. Donc, on se questionne sur s'il y a des analyses de risque là, qui sont faites au MCN. Merci beaucoup d'avoir été. En fait, non. OK. Là, aujourd'hui, on fait une analyse de préjudice pour déterminer la sensibilité. Après ça, ça appartient notamment à chaque organisme public de pousser ça plus loin, puis de faire des analyses de risque au besoin. Mais c'est pas une analyse de risque. L'analyse de préjudice, c'est pas une analyse de risque. C'est juste dans le but de déterminer la sensibilité de nos données. C'est juste à ça que ça sert. OK? Ça, il faut bien se comprendre, là, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a un moment donné qui mélangeait que c'était une analyse de risque. C'est pas une analyse de risque. OK? Il faut se mettre dans le contexte que j'ai des données. Si jamais elles sont divulguées, il y a un bris de confidentialité, ce serait quoi le préjudice? Peu importe la façon dont il a été divulgué, c'est de savoir ce serait quoi le préjudice d'un bris de confidentialité. C'est quoi le préjudice d'un bris d'intégrité? Peu importe la façon dont le bris a eu lieu, là. Fait qu'on n'est pas dans les analyses de risque, on est vraiment dans l'évaluation de la sensibilité. On est avec une dernière question en présentiel, puis une dernière question en virtuel, si ça te va. Ici, on a la classification des domaines, indépendant, ça fait partie d'un plus gros analyse de autre chose. Donc, on veut savoir si la modèle fait partie ensemble. Si un projet Donc, on veut savoir si le modèle de classification d'un projet indépendant ou si ça fait partie d'une plus grande stratégie de sécurisation des données. En fait, c'est un projet indépendant. L'idée, c'est parce que en sécurité, à nos yeux, tout part de la classification. Et fait que, tant que tu ne connais pas la sensibilité de ta donnée ou la valeur de ta donnée, c'est difficile de bien la protéger. Fait que ça commence comme ça, puis la suite suit là, normalement. Fait que ce que je vous ai présenté, c'est vraiment comment classifier nos données, mais d'une façon globale pour l'ensemble des organismes publics. Puis à ça, on va venir des mesures de sécurité qui vont vous être présentées plus tard. C'est l'objectif de tout ça. Est-ce que tu vas être capable, si je dépasse un document qui est catégorisé comme protégé? Pire que ça, tu vas faire de la prison. Non. Non, non. En fait, nous, ce qu'on propose, c'est seulement l'application de l'étiquette. Il n'y a aucune contrainte ou mesure de sécurité pour l'instant derrière ça. Fait que si une personne n'a pas de contrainte à transmettre un courriel, par exemple, ProtéGB, il va être capable de le faire, à moins que l'organisation ait mis en place des mesures pour l'empêcher de le faire. OK? Fait que nous, on ne va pas là pour l'instant. On ne voulait surtout pas empêcher les gens de travailler. OK? Imaginez, là, si on avait mis des contraintes derrière, je ne sais pas, par exemple, ProtéGB. Puis l'employé ne maîtrise pas trop ça, puis il dit là, je pensais que mon courriel était parti, puis il n'est pas parti, puis vous comprendrez qu'on ne veut pas empêcher personne de travailler. Fait que là, pour l'instant, il y a une étiquette qui va être appliquée. Puis là, ben, avec les outils que vous avez en place, vous êtes capable de suivre ce courriel-là, vous êtes capable de voir où sont stockés vos documents sensibles, là, vous êtes capable de faire des choses avec ça. Vous n'êtes pas obligé de tout bloquer. Mais ça va être à chaque organisme public de prendre ces décisions-là. Pour l'instant, là, nous, on ne va pas là. Merci bien. Deux dernières minutes pour la question qui s'est sacrifiée vous là-bas. Qui arrive avec toutes les données qui sont non numériques. C'est une excellente question. En fait, le modèle s'applique aux données numériques. Okay? Il a été conçu, en fait, c'est la loi qui nous amène à parler des données numériques gouvernementales. Fait que les données numériques gouvernementales, les organismes publics ont l'obligation de les classifier. Pour les non numériques, on le recommande fortement. OK? La loi ne nous amène pas là. Il faut comprendre que le gouvernement veut faire un virage de transformation numérique. Tout ce qui est papier devrait être appelé à disparaître. C'est là qu'on s'en va.
Fait qu'on est mis en place ce qu'il faut pour faciliter ce virage-là vers le numérique. Mais il faut comprendre aussi que tout ce qui est papier ou non numérique, comme tu as dit, ben, les organismes publics ont quand même l'obligation de sécuriser, de protéger ces données-là. Là. Fait que si j'ai des informations personnelles sur un formulaire papier, l'organisme public a quand même l'obligation d'assurer la confidentialité de ces documents-là. Mais ça ne sera peut-être pas écrit pas très GB sur le document. C'est tout. Un gros merci. Ça fait plaisir. Merci à vous tous.